Je suis ravi d'être là, pour au moins 3 raisons. La première, c'est que c'est une profession qui me... Enfin, vous exercez une profession qui m'intéresse depuis longtemps, pour des raisons personnelles et professionnelles, mais je n'ai jamais eu l'occasion de présenter nos travaux, nos réflexions aux psychologues de l'éducation nationale. Donc je vais essayer de compléter ce qui vient d'être dit par André et par Alain, plutôt du côté de la compréhension des mondes numériques et des pratiques numériques des jeunes. La deuxième raison, c'est que je viens régulièrement à Lannion et je trouve ça très agréable qu'un congrès national se fasse en délocalisation en Bretagne. Et la troisième raison, c'est que j'espère en tout cas que ce qu'on est en train de faire ici pourra inspirer des pratiques sur d'autres territoires. Alors, je vais commencer par vous donner quelques repères, parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Et donc, je ne suis pas psychologue. Vous savez, c'est des choses qui arrivent, ça. Je fais plutôt du côté anthropologue, ce qui veut dire qu'à la fois pour vous et pour le complément à la présentation d'André Tricot, il y a quelque chose qui se joue sur la dimension... On l'a déjà passé celle-là, non ? Voilà. Sur les dimensions imaginaires et symboliques des technologies numériques. Comme j'ai peut-être pas l'air comme ça, mais je suis du siècle dernier, je me suis très vite rendu compte qu'on pouvait comprendre les pratiques, on ne pouvait comprendre les pratiques des technologies numériques que si on passait par une approche pluridisciplinaire, puis si on passait par une approche interactionniste, en référence à l'école de Chicago, et puis si on commençait à appréhender finalement la profondeur historique qu'a commencé à vous décrire André ce matin en présentant les tablettes sumériennes. Je connais une autre jeune collègue qui présente le premier objet humain façonné. Il s'agit d'une pierre dont le haut est découpé comme ça, on dirait la pomme d'Apple. Vous voyez, il y a quand même des choses très importantes, très étonnantes là-dessus. Alors, je ne vais pas trop développer, tout simplement parce que finalement, j'ai un film qui illustre la dimension symbolique des technologies et qui vont peut-être vous faire entrer dans cette idée absolument fondamentale. D'abord qu'elles ont une histoire, et qu'elles ont, avant leur avènement, une histoire sur un temps très long, et qu'elles ont été toutes, on va dire, inventées, rêvées, fantasmées dans un contexte particulier. Alors, par contre... Puis, on fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux, des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Et je ne parle pas du fric. Il était devant elle, elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre, heureux de se sentir émus, émus de se sentir heureux. La télévision sera pour tous un besoin plus impérieux encore qu'aujourd'hui le cinéma ou la radio. Toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Espérons qu'il n'y aura pas souvent de mauvaises nouvelles susceptibles d'affoler les conducteurs impressionnables. Écoutez maintenant notre rubrique de faits divers. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, jour sanglant pour les automobilistes. On nous signale le 124e accident de la journée.
c'est 125 accidents d'automobile et non 124 qui ont eu lieu depuis ce matin. Et la petite provinciale romantique n'aura pas besoin de venir à Paris pour y rencontrer son idole. Elle l'aura sur sa table de nuit. Personne n'y échappera. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leur vie. Le pays, je le dis comme je le pense, mes chers concitoyens, a droit à la vérité. Nous sommes à un tournant de notre histoire. L'époque est cruciale et toutes ces questions doivent être reconsidérées. Citoyens, Outil, maman, c'est à ce parti-là que je vais décrire. Et quand vous lirez paisiblement au lit, un reportage mal aiguillé fera danser une bohémienne sur votre édredon. Citoyen, je te défends d'arrêter les images. Vous direz à votre femme, et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès. Alors, comme je vois que vous avez soif de progrès, un petit commentaire quand même sur cette vidéo. Évidemment, j'aurais pu vous montrer des extraits de films. J'ai commencé par le générique de Star Wars, etc. Mais cette vidéo est vraiment très très intéressante puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle une utopie filée qui scénarise finalement à partir du média qui existait à l'époque. On est en 1947, le média de l'époque, c'est la radio. Et je ne sais pas si vous resituez bien, la radio de l'époque, c'est la radio libre, c'est on sort de la guerre, etc., etc. La télévision qu'on nous présente est une télévision qui n'existe pas. C'est-à-dire c'est une télévision qui est à côté de la Tour Eiffel, et on est au tout début de la télévision. Et je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais il y a tout l'Internet là-dedans. Tout, absolument tout l'Internet, jusqu'à la bohémienne, jusqu'à YouPorn, quoi, pour faire très simple. Alors on se dit, mais comment ça se fait que des trésors comme ça? Alors on a un avantage extraordinaire à Rennes 2, c'est qu'on a une convention avec l'INA, donc je jette mes étudiants dans des masses et des masses de vidéos aujourd'hui, et puis ils font le boulot que moi j'ai pas le temps de faire. Ils vont chercher qui a scénarisé ça. Eh bien il s'agit d'un scénario de Barjavel, Barjavel étant l'un des 3 auteurs de science-fiction français, donc vous voyez, il n'y a clairement pas de hasard. Alors pourquoi je vous présente ça? Ça vous permet de saisir immédiatement ce qu'André a commencé à travailler autour de ce qu'il appelle les mythes. Et moi, je voudrais vous faire saisir ça de manière un petit peu plus précise, de manière à vraiment situer, et je pense que pour les psychologues, particulièrement ceux chargés de l'accompagnement et de l'orientation des jeunes aujourd'hui, situer, on va dire, dans le contexte scolaire, dans le contexte familial, c'est peut-être pas suffisant. Il faut peut-être essayer aussi de situer ça dans le contexte culturel et historique. Et je vais vous donner 2-3 clés, et ensuite je vais rentrer sur des comptes rendus, enfin des résultats de travaux, dont les travaux dont Alain parlait tout de suite. Donc première chose vraiment importante, les technologies ont une histoire. L'usage qui nous pourrit la vie tous les jours, qui s'appelle le courrier électronique, il n'a pas été inventé hier, il a été inventé en 1971 par Ray Tomlinson aux États-Unis. 71, c'est pas hier, hein, c'est au moins avant-hier. Et ces technologies, finalement, nous apparaissent avec des cycles. Ces cycles, je vous le présente ici. Le premier cycle, c'est l'innovation. Alors, je ne suis pas en train de vous parler de la construction de l'innovation, je suis en train de vous parler du temps de l'innovation. Qu'est-ce que c'est que le temps de l'innovation? C'est on rase gratis. L'exemple de l'Internet. Lorsque François de Closet, merci les archives de l'INA, nous présente en 1993 à la télé le début de l'Internet, il a un écran de télé, il a un ordinateur, il va appuyer sur le clavier de l'ordinateur et va apparaître une photo extraordinaire de Sharon Stone. C'est pas très neutre non plus ça comme présentation.
Ça, c'est le temps d'innovation. C'est-à-dire qu'on va nous présenter, et les médias le font à longueur de temps, ce qu'on appelle les GAFA aujourd'hui, les industriels de l'informatique, nous le font à longueur de temps. Ils nous présentent des technologies qui ne sont pas faites pour être utilisées, elles sont faites pour être rêvées, fantasmées, de manière à ce qu'on les achète. Pour ceux, et puis je vois qu'il y a quelques personnes qui sont aussi du XXe siècle dans la salle, je suis obligé de faire les sous-titres quand j'ai mes étudiants. Qu'est-ce qui va se passer? L'année suivante, le Noël suivant, une grande partie des pères de famille, ça c'est l'effet Sharon Stone, va se précipiter dans les supermarchés pour acheter des modems, ça vous dit quelque chose, des PC, et puis on va négocier avec le premier fournisseur d'accès, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces bruits merveilleux, Twitch, etc. Et on va essayer de télécharger la photo de Sharon Stone. Évidemment, on va avoir un fil comme ça, après avoir bataillé pendant 24 heures, et puis ça va s'arrêter en haut, soit c'est l'ordinateur qui plante et ça s'appelle fatale erreur, soit c'est la connexion qui plante et on est obligé de retéléphoner. Je pense que ça vous dit quelque chose. Ça, c'est le début de ce qu'on appelle la massification. Qu'est-ce que c'est que la massification? En même temps que nous allons acheter ces technologies avec des taux d'achat à 2 chiffres, c'est-à-dire du 20%, du 15%, du 10% d'achat annuel, ces technologies vont se dégonfler. Les imaginaires sur ces technologies vont se dégonfler. Pourquoi? Parce que ce que l'on nous présente à la vente et ce que la pratique va nous renvoyer forme un écart absolument gigantesque. Donc sur l'Internet, juste pour vous donner l'exemple d'une technologie qui est probablement la plus structurante de toutes aujourd'hui, on est de la fin des années 90 à la fin des années 2000, en gros, sur la massification, où on va augmenter. On arrive au troisième temps, qui est celui de la banalisation. Ça veut dire quoi, la banalisation? Ça veut dire qu'on a dépassé, en gros, les taux des 80% d'équipés connectés, de diffusion d'une technologie, et qu'on va changer de vocabulaire. Cette technologie devient ambiante, et on va parler de droit à l'Internet, c'est toute la problématique dite de la fracture sociale, de la fracture numérique, je reviendrai dessus. On va parler de la protection des données, etc. Donc vous voyez que ce dernier temps est un temps, on va dire, plutôt où la technologie est considérée comme invasive, comme milieu ambiant, ce qui va alimenter un nouveau cycle technologique. Pourquoi c'est important d'identifier ça? Parce que toutes les technologies, dans les logiques instrumentales que nous présentait André ce matin, c'est important, toutes les technologies ne se valent pas. Si des jeunes vous parlent du courrier électronique, il va falloir rentrer dans ce qu'est le courrier électronique. S'ils vous parlent des réseaux sociaux, ils sont baignés dans une autre phase de socialisation de ces technologies. Et je vais vous donner une illustration. Je suis intervenu pour ATD Quart Monde dans une université populaire d'ATD Quart Monde il y a peu de temps. L'exercice était simple, c'est un vieil exercice de psychologie sociale. Quand on vous dit numérique, quel mot vous mettez? Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu, ça s'est passé il y a 4 ou 5 semaines, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu les mots modem, imprimante, périphérique, moniteur. Et il y a eu un jeune là par hasard qui avait mis Facebook, mais pour le reste, le décalage temporel des gens en extrême précarité, le vocabulaire utilisé par ces personnes avait une quinzaine d'années de décalage avec, on va dire, le contemporain numérique. Et je pense que c'est très très présent lorsqu'on veut déconstruire l'histoire de la génération Y et des digital natives, c'est très très présent et très important de travailler ça. Alors où on en est aujourd'hui? On est à 85% d'équipés connectés. C'est le baromètre 2016. Je vous ai mis aussi le baromètre 2017 où vous voyez qu'on est encore à 85% d'équipés connectés en Internet fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros on arrive à un effet de seuil technologique. Pour la petite histoire, le pays du monde le plus connecté, c'est la Corée du Sud, qui est équipée à 90%. Ça veut dire que même après 20 ans d'une politique ultra volontaire sur les équipements des écoles, etc., il y aura toujours un seuil. Donc, je pense que c'est important, en tant que
personnel de l'éducation nationale, mais en plus de ça en tant que psychologue, de considérer effectivement qu'on n'analyse pas les pratiques numériques des jeunes sur des pratiques qui sont émergentes. Je pense à la réalité 3D, au codage par exemple, qui est quand même beaucoup moins répandu aujourd'hui, que si on doit analyser des pratiques ordinaires que sont la navigation sur Internet, etc. Donc vous voyez, c'est important de situer ces différents éléments. Autre élément vraiment important, ça prolonge finalement le tableau que vous a présenté André tout à l'heure. On s'est, en termes pluridisciplinaires, posé beaucoup la question de ce que sont finalement les usages. Les usages des technologies, ce sont des ensembles de pratiques socialisées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et je pense que vous qui travaillez avec des adolescents, ça va vous parler beaucoup. Ça veut dire que les usages ont des effets de normes, comme les normes technologiques. Il serait plus juste de parler de normes sociales d'usage, si on veut se référer au vocabulaire de Becker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, les processus de socialisation des jeunes restent les mêmes, mais les formes numériques se surajoutent à ces processus de socialisation. Exemple de Facebook. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Mark Zuckerberg, étudiant, a cette idée brillantissime, à un moment donné, de mettre en ligne les photos des étudiantes afin que des étudiants fassent des commentaires graveleux. Vous voyez quand même qu'au niveau technologique, on est vraiment dans l'intelligence artificielle, au sens littéral du terme. Sauf que le jeune Zuckerberg, il est dans un endroit un peu particulier qui s'appelle Harvard, qui n'est pas la moindre des écoles, et qu'à ce moment-là, les étudiants, alors pour ceux qui sont dans l'éducation nationale depuis quelque temps, ça va vous renvoyer aux collégiens qui étaient sur Skyblog, qui utilisaient à longueur de temps MSN comme messagerie instantanée, sauf que cette proposition de Zuckerberg va rencontrer finalement des pratiques juvéniles qui sont réparties sur différentes plateformes. Et le gars Zuckerberg, en fait, il a cette chance extraordinaire de se trouver au bon endroit, au bon moment. C'est pas du tout, les filles de Harvard vont pas aimer ça du tout. Hein, donc ça ne va pas se développer, contrairement à la mythologie qu'il essaye de faire croire aujourd'hui à Boston, au MIT, etc. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ce sont les lycéens américains qui vont commencer à s'approprier Facebook, et lui va se saisir de ça. Vous devez savoir aujourd'hui que comme papy et mamie sont sur Facebook, nos adolescents n'y sont plus, ou plus exactement, ils ont changé la manière dont ils sont sur Facebook. Les images sur Facebook sont plutôt des images lisses, puisque les parents et les grands-parents peuvent aller dessus. Vous voyez que tout ça a une inscription historique et est importante de mettre en perspective. Comme je vais être assez court, je veux juste faire une petite incise. Ça veut donc dire, j'aurais pu vous faire une intervention sur un petit bout sur une thèse, mais peut-être vous me poserez des questions de ce côté-là. On travaille beaucoup sur les gamins décrocheurs. Il y a une thèse dans mon équipe qui vient d'être soutenue sur les jeunes en errance. Ce que je suis en train de vous raconter sur Facebook, ça veut dire que certains gamins ont des pratiques qui vous interrogent sur Facebook. Certains gamins peuvent être ultra violents. Certains gamins peuvent présenter des photos dénudées, etc., etc. Ce n'est pas la norme du fonctionnement ordinaire des adolescents sur Facebook. Et maîtriser cette histoire des technologies et un peu la littérature sur quelles sont les pratiques numériques des jeunes, ça vous permet probablement en tant que psychologue d'avoir, ne serait-ce que l'idée d'aller fouiller un petit peu plus loin, d'avoir l'intuition qu'il y a quelque chose à travailler à ce moment-là. Je vous donne juste une illustration. Les jeunes SDF sont sur Facebook, ils ont plein de comptes sur Facebook, ils laissent leur nom sur ces comptes alors qu'ils ne les donnent pas aux travailleurs sociaux pour ne pas être poursuivis par la justice, etc. Ils parlent de leurs chiens, ils parlent de leur goût, etc., etc. Ils ont plein de likes lorsqu'ils écrivent, et j'ai des tweets, j'ai des murs Facebook tout à fait significatifs là-dessus, lorsqu'ils écrivent qu'ils vont se suicider, qu'ils sont très très mal, que ça ne va pas du tout, c'est le silence absolu. Parce que sur Facebook, forcément, on est
on est positif, on est... Voilà, vous voyez. Et donc ça nous permet de nous interroger finalement sur ce que sont les pratiques qui finissent par être à la limite de la norme ou hors norme. Et ça, en cas de décrochage, en cas de difficulté scolaire, je pense que ce sont des choses importantes. Je voulais reprendre et essayer de développer avec vous l'entrée qu'a proposée André tout à l'heure sur les mythologies. Comment ça se passe finalement, la construction des usages? Alors, vous avez tous fait des études de psycho, me semble-t-il, donc ça va vous parler. Nous avons un réservoir imaginaire, l'expression est de Georges Ballandier. Une des caractéristiques de nos sociétés occidentales, c'est d'être immergé dans les technologies, y compris sur le plan des imaginaires, pas uniquement sur le plan des machines elles-mêmes. Nous pensons technologiques, nous avons tendance à utiliser des vocabulaires qui viennent des technologies, c'est très très envahissant. Et donc il y a des techno-imaginaires qui remontent à plusieurs milliers d'années. On va trouver des mythes très structurants dans l'Antiquité gréco-romaine. Ces techno-imaginaires se sédimentent en représentation. Je pense que devant cet auditoire-là, je n'ai pas besoin de développer ce que c'est qu'une représentation. Vous savez que les représentations servent à déclencher les pratiques. Il faut que j'arrive à identifier que cette machine est un ordinateur pour avoir une intention d'usage, même si je vais faire autre chose que ce que font les autres. Il y a déjà cette histoire de représentation. Ces représentations déclenchent les pratiques. Ces pratiques se socialisent en usage, nouvelles normes sociales d'usage, qui transforment non pas le fond des mythologies, le fond des techno-imaginaires, mais la forme. Alors je vais prendre un exemple extérieur au monde de l'éducation nationale, mais que je trouve très parlant, qui vient d'un travail que j'ai fait avec Ebersold au CNAM, qui concerne le monde du handicap. On sait pertinemment que la question des robots, des corps artificiels, de l'intelligence artificielle, de l'hybridation, etc., est une des mythologies centrales des cultures numériques contemporaines. Il s'avère qu'il y a une petite quinzaine d'années, c'est Aimé Muline qui est là, les athlètes handicapés aux Jeux paralympiques de 99 ont commencé à se mettre en scène avec leurs prothèses. Vous vous rappelez probablement de cet événement-là. Et globalement, ils ont commencé à envahir le champ médiatique en devenant mannequins, acteurs, actrices, etc., en faisant les trucs de People. Là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le Sud-Africain qui avait été... voilà. On assiste à une transformation de représentation. Vous voyez bien qu'il y a une technologie là-dedans. Hein. On transforme à la fois le rôle de la prothèse et finalement le statut du handicap. Vous voyez que c'est un travail qui finalement a été fait dans une sphère qui n'a rien à voir avec le monde technologique. Ça donne quoi? Ça donne 10 ans après l'aventure de My Human Kit, et je suis très fier de ça puisque ça s'est passé à Rennes, que ce sont des gens avec qui on travaille régulièrement et que l'on on va dire, surprotège. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis vice-président de l'université, donc je fais un peu attention à certains lieux qui pourraient être fragiles. Donc ça, c'est vraiment des gens avec qui on travaille régulièrement. Le jeune homme qui est là s'est fait couper un bras dans un accident du travail. Il a rencontré les makers du Fab Lab de Rennes. Vous savez tout ce que c'est qu'un Fab Lab, atelier de fabrication numérique, où il y a des imprimantes 3D, etc. Il a dit: j'en ai marre de l'industrie de la prothèse, je voudrais fabriquer ma prothèse moi-même. Il a fabriqué sa prothèse lui-même. Il fonde avec d'autres collègues une structure, un Fab Lab destiné à fabriquer des prothèses, à fabriquer des machines pour les personnes en situation de handicap. Ça s'appelle My Human Kit. Et aujourd'hui, alors My Human Kit s'est installé à l'école d'éducateurs de Rennes, qui s'appelle Ascoria. Et aujourd'hui, à My Human Kit, vous voyez arriver des gamins déficients intellectuels et des gamins autistes. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que de Aimé Muline à l'autiste qui est en train d'arriver à My Human Kit, il y a une transformation de représentation qui va favoriser ce que l'on appelle aujourd'hui dans le monde numérique la capacitation, l'empowerment, le pouvoir d'agir. Et vous voyez que c'est important de situer ça sur des cycles où en fait on va avoir prise sur ces imaginaires pour un peu que des gens les portent, ces histoires d'imaginaires.
Comme je n'ai pas de montre, il me reste combien de temps? Très bien. Alors, on revient sur les travaux de recherche. Donc en fait, je vais vous en présenter que deux, les conclusions de ID et le gros travail sur les inégalités éducatives que nous avons fait il y a quelques années. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire. On a fait un énorme questionnaire corrélé parents-élèves sur 3350, plus des ethnographies sur des sites, avec l'idée de travailler sur les inégalités éducatives et d'essayer de trouver finalement l'objectivation, enfin de tenter une objectivation des inégalités éducatives. Alors, voyez ce que ça donne, ça c'est le résultat, donc je ne vous le commente pas, parce que ça c'est le multiscalaire, les différents niveaux d'échelle, le systémique, les différents types d'activités, etc. Et donc on arrive à une matrice qui est assez intéressante pour expliquer les inégalités éducatives en général, mais ce n'est pas le lieu de ça. Je voudrais juste revenir sur la question des pratiques numériques des familles populaires, et donc des enfants des familles populaires en ce qui vous concerne. Il y a un léger contraste, à l'époque en tout cas, tout ça est évolutif, mais les grandes tendances restent. Il y a un léger contraste entre les milieux défavorisés et les milieux favorisés en ce qui concerne la possession de téléphones portables. Il y a des contrastes entre effectivement l'hypercentre des villes et l'hyper-rural. Il y a une vraie question sur la définition des territoires périurbains, parce qu'aujourd'hui, dans les trois académies que nous avons, alors c'est l'Aquitaine, la Bretagne et la Basse-Normandie, vous voyez que ce sont entre guillemets des académies paisibles. Le périurbain pose une vraie question, c'est-à-dire que nous avons des comportements périurbains à la frontière des hypercentres, mais aussi dans des petites agglomérations rurales qui peuvent être à 30, 40 ou 50 km. Et donc la distance à la ville n'est pas une clé d'explication des comportements et des usages des technologies. Autre élément vraiment important, pas de discrimination vraiment sur l'équipement des technologies, c'est-à-dire qu'en gros, tout le monde a des ordinateurs. Évidemment, ce ne sont pas forcément les mêmes marques, mais il y a une constante du côté des familles populaires. L'équipement est la plupart du temps situé dans la chambre, avec la console de jeu, etc. Vous voyez que ça pose quand même un certain nombre de questions. Je développerai l'analyse, que je ne peux pas vous embêter avec tous les chiffres. Donc, qu'est-ce qui se passe spécifiquement? Donc, pour décrire ce processus, je vais m'arrêter sur un des quartiers clivés qu'on a étudié dans les trois préfectures que sont Caen, Rennes et Bordeaux. Il y a la même configuration, il y a plein d'autres villes en France qui sont comme ça. Les anciens quartiers ouvriers des périphéries se sont petit à petit gentrifiés, c'est-à-dire qu'il y a des CSP++ qui ont commencé à acheter les pavillons des anciens ouvriers, mais les bars d'habitat social restent. En général, au milieu, il y a le collège, et en général, dans ces quartiers, il y a un boulevard, où il y a quelque chose qui sépare sépare clairement les lieux d'habitation. D'un côté du boulevard, on a des CSP++, pas trop de difficultés par rapport à l'école. Vous savez que c'est des gens qui participent aux activités, qui peuvent siéger, qui n'ont pas l'impression forcément d'être jugés par l'école. De l'autre côté, on est convoqué. On est dans ces situations très caractéristiques des familles populaires aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a constaté en fait? D'un côté du quartier, la question de la possession du téléphone portable va se gérer dans la socialisation parentale. Tous les gamins qui arrivent en 6e disent « toute ma classe a un téléphone portable ». Et à l'époque, c'était vrai aussi, mais nous, on avait les chiffres, c'était faux, il y avait 15% des gamins qui avaient un téléphone portable, et les 15% avaient une justification. Famille monoparentale parce qu'il fallait
il faut gérer les trajets, ou des gamins qui sont très loin de leur lieu, qui a un long trajet entre le lieu d'habitation et le lieu de scolarisation. Aucun autre n'a de téléphone portable. Du côté, on va dire, plus favorisé, les parents se sont socialisés ensemble depuis la maternelle ou la primaire. Donc, est-ce qu'il a un téléphone portable, ton fils? Non, etc., etc. Les parents échangent et finissent par donner une réponse. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est la réponse que donne Tisseron depuis des années. Je ne sais pas si vous vous rappelez du 3, 6, 9, 12. Le 12 ans étant la rupture entre préadolescence et adolescence, l'âge de la 4e. On est vraiment sur des repères qui n'ont rien à voir avec le numérique, mais où finalement des parents vont tenter de continuer à imposer une norme. Vous savez que dans le quotidien des familles, c'est pas très très simple, mais il va y avoir une résistance jusqu'à la 4e, ce qui ne se fait absolument pas dans les familles populaires parce qu'on ne parle pas de ça, et parce qu'on ne va pas échanger là-dessus entre adultes, et puis parce qu'on n'a pas régulé la télévision avant, et puis parce qu'on n'a pas régulé l'achat de la dernière console de jeu. Vous savez que toutes les études marketing le démontrent. Les primo-acheteurs des dernières versions de consoles de jeu sont les familles populaires dans tous les pays occidentaux, ce qui devrait quand même nous poser un certain nombre de questions. Donc vous voyez là, d'un côté, on a une forme de dessaisissement parental sur cette question-là, mais vous voyez bien que contextuellement, le dessaisissement parental, il est plus large, et là encore, on a des pratiques numériques qui révèlent des difficultés qui sont à la fois déterminées par le lieu d'habitation, mais aussi déterminées par le contexte culturel de la famille. Je vous renvoie d'ailleurs aux travaux d'Agnès van Zanten sur les derniers boulots d'Agnès van Zanten sur la banlieue parisienne, qui sont complètement en cohérence avec ce qu'on est en train de raconter. Du côté positif, on a quand même vu des choses assez intéressantes. On a constaté que les collèges ruraux organisaient, si mes souvenirs sont bons, 3 fois plus de voyages scolaires à l'étranger que les collèges urbains. Puis vous vous adressez aux collègues des collèges ruraux, ils disent c'est normal, les gamins ils vont pas en vacances. Et en fait, ils ne le savent pas qu'ils organisent plus parce qu'il n'y a pas de chiffres là-dessus, parce qu'il n'y a pas de point de comparaison, comme disait André tout à l'heure. Mais ces voyages à l'étranger offrent en général des appuis pour démarrer des classes Facebook, des tweets classes, etc., qui sont vraiment très très intéressants. Alors, comme je ne veux pas être trop long, ça, je vais passer Alors, on fait partie des rares études. André disait qu'il y avait très très peu de littérature, et il a absolument raison. On a raffiné nos stats jusqu'au bout. Et des choses qui sont vraiment intéressantes. La télévision, moins d'une heure par jour, qui a une influence sur les résultats scolaires, ça c'est vraiment pas une découverte. Par contre, ce qu'il y a au-dessus, qu'un usage nul ou presque d'Internet est corrélé avec des résultats scolaires moindres, ça nous pose quand même question. Donc on est en train d'approfondir cette dimension-là dans ID. Et enfin, quelque chose qui avait commencé à être démontré par des travaux québécois en particulier, la différence entre le jeu sur console et le jeu en ligne. En fait, dans les activités Internet pratiquées par les ados, si le jeu vidéo en ligne est la première activité, c'est corrélé avec des résultats scolaires nettement meilleurs. L'inverse est vrai, si il s'agit de jeux vidéo sur console, les résultats scolaires sont moindres. Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas si vous connaissez l'environnement gamer. Quand vous êtes en ligne, vous êtes obligé de parler d'une autre langue, de comprendre l'environnement. Vous allez avoir tout un tas de sites qui racontent les histoires des personnages. Vous êtes en face d'un monde, au sens reflet du monde contemporain. Quand vous êtes à jouer à FIFA, honnêtement, c'est beaucoup moins riche. Toujours histoire de comparaison, pour reprendre ce que disait André tout à l'heure, entre jouer à FIFA et jouer au foot, jouer au foot en live, quoi, la richesse est nettement moindre. Donc vous voyez, il n'y a pas de grand message, comme le disait André tout à l'heure. Il faut vraiment se méfier des yaka faucons, des messages complètement globaux. Vous voyez que quand on rentre sur les pratiques numériques, on se rend compte quand même que ce sont des analyses qui ont besoin d'être fines
et que l'on tient, nous, en tout cas, c'est la démarche en Bretagne, à restituer aux professionnels pour que les acteurs puissent utiliser ces choses-là. Alors, dernier peut-être élément, c'était toute cette histoire d'amour de l'école. Alors, je ne vais pas trop développer les autres aspects, mais il y a quelque chose d'assez intéressant qui se situe globalement en haut des classes moyennes aujourd'hui. On voit apparaître, alors comme disait André tout à l'heure, l'usage de Wikipédia ne permet pas de comprendre comment se construit le savoir sur Wikipédia. On commence à avoir des collégiens, et là ça va être très intéressant de commencer à travailler avec les lycéens. On commence à avoir des collégiens qui détestent la norme scolaire parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'ils vivent au quotidien et les normes d'usage des technologies percutent cette norme scolaire à longueur de temps, mais qui pour autant ont un bagage, un capital, pour reprendre l'approche à la bourdieusienne, un capital social et culturel suffisant pour que ça ne se voit pas. Et en fait, on commence à voir apparaître ce que nous on qualifie d'élèves tacticiens, c'est-à-dire des gamins qui sont capables d'aller transposer des compétences numériques qui, pour le moment, ne sont pas des compétences cognitives, mais des compétences tactiques. Quand je dis des compétences tactiques, ce sont des collégiens qui sont capables de masquer des copier-coller sur Wikipédia, ce qui, en termes de métacompétences, renvoie quand même à l'idée de transformer les mots, d'avoir des phrases qui... Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même pas... Donc là, on est en train de travailler dessus parce que les stats nous ont montré ça, et qualitativement, il faut vraiment qu'on approfondisse le sujet. Je voulais juste vous faire une incise avant de prendre l'autre sujet. Tout à l'heure, André vous a dit la mythologie maximale, c'est Digital Native Génération Y. C'est clair, il faut se débarrasser de ça. Autant j'ai adoré Michel Serres au siècle dernier, autant La Petite Poucette est une erreur fondamentale. Non, tous nos élèves n'ont pas les mêmes pratiques numériques que sa petite fille dans le 5e arrondissement de Paris, surconnectée. Donc à un moment donné, il faut peut-être arrêter les généralisations hâtives. Le deuxième techno-imaginaire, André parlerait de mythe, c'est l'histoire de la fracture numérique. Là, la fracture numérique vient du discours de Clinton de 1996. Je vous resitue, 4 ans avant, on libéralise le web. Aux États-Unis, à l'époque, il y a moins de 3% de la population qui est équipée connectée, et il est en train de nous dire il ne faut pas qu'on sépare les enfants latinos, afro-américains de la fracture numérique. Vous voyez que c'est une idéologie en fait. C'est l'idée de développer ce qui va devenir aujourd'hui les GAFA. Voilà. Et donc c'est important. Je passe ces choses-là. Alors pourquoi j'avais plein de diapos? Parce qu'au cas où André soit malade. Vous voyez. Donc voilà. Et juste revenir. Alors on nous annonce des 7 millions de non-internautes, des 18 millions de gens pas à l'aise avec les technologies. En fait, ça c'est le croisement de tous les travaux marsouins de ces dernières années sur la problématique d'inclusion. C'est très simple. Il y a 3 catégories de non-internautes. La première catégorie de non-internautes, c'est les territoires et les zones blanches, y compris dans les établissements scolaires. On est bien d'accord que la condition de fonctionnement d'une technologie numérique en milieu scolaire, c'est d'être équipé, connecté. J'ai l'impression de dire une énormité, mais c'est pas vrai. Assez clairement, comme ce n'est pas vrai, je suis sollicité quasiment tous les jours pour réaffirmer ça par les assos du numérique rural, etc. Comme ce n'est pas vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas en milieu rural, voire dans certains milieux urbains en grande difficulté, dans certains quartiers urbains où Orange a retiré les modems, il y a aujourd'hui encore tout un tas de zones blanches. Et c'est pas une petite affaire que de regarder ça. Mais vous voyez bien que là, il n'y a pas de solution pédagogique, quoi. On est sur des politiques publiques d'équipement, c'est un autre sujet. Donc, dans les 8 millions, les 18 millions, nos ministres assemblent tout ça, et ça, il faut le déconstruire. Deuxième catégorie de public, pauvreté, précarité. Oui, il y a les familles en grande précarité peuvent avoir des difficultés. Non pas d'achat ni même de connexion à Internet, mais effectivement d'usage, et c'est toute la question de la médiation numérique ou de l'accompagnement. Il y a une catégorie.
Mais la troisième catégorie va vous intéresser beaucoup plus, c'est ce que j'appelle les déconnexions volontaires et involontaires. Il y a une nouvelle génération de jeunes que mon collègue des Pyrénées de Pau, Francis Joly-Guibéry, a commencé à étudier il y a 6 ans, qui sont les déconnectés volontaires. C'est quoi les déconnectés volontaires? Ce sont des militants, tout à fait, enfin qui l'affirment, qui ont tous pratiqué du numérique et qui disent en gros, le numérique ça me pourrit la vie, etc. Donc j'abandonne et j'arrête. Le phénomène était dans le Larzac, quand il a étudié, c'était dans le Larzac et dans les Pyrénées. Je vous garantis que je commence à voir arriver à la fac à Rennes 2, milieu urbain, ville dynamique, etc., des jeunes qui ont ce discours-là. Les idéologies qui sont dessous peuvent être exactement les mêmes que ceux qui sont super connectés, c'est-à-dire que vous avez des ultra-écolos qui sont des déconnectés volontaires, au même moment où vous avez les mêmes des militants de l'écologie active qui surutilisent les technologies. Donc vous voyez, il y a quand même un processus, et a priori c'est en train de descendre un petit peu sur les lycéens, avec l'abandon des marques, avec le retour de certaines technologies plus rustiques, etc. Donc c'est à regarder de près. Et dans les déconnectés involontaires, il y a toute la question du quatrième âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la progression de l'e-administration fait que aujourd'hui vous rentrez en EHPAD, on vous coupe tous vos droits et vous devez ressaisir tout en ligne. Quand on est Alzheimer, c'est pas le truc le plus simple. Bilan des courses, je rencontre aujourd'hui tout un tas de professionnels dans ce secteur-là, y compris les psychologues qui interviennent dedans, qui nous disent, nous on fait des petits carnets, on saisit les identifiants, les mots de passe, en sachant qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc vous voyez que là encore, on est dans une forme de politique publique qui a des effets collatéraux qui sont très importants. Alors, que dit la recherche? Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais ça, on fait tout ça, nous, en Bretagne, voilà. Donc, plein de choses avec Alain Vincent et le rectorat. Mais pourquoi je vous la présente comme ça? Parce que nous avons une difficulté fondamentale dans l'université aujourd'hui, c'est d'arriver à toucher des recherches sur le temps long avec des appels à projets qui sont systématiquement des appels à projets à 3 ans, maximum à 4 ans. Donc nous, on a décidé de ne faire que des recherches cumulatives, c'est-à-dire que la recherche précédente, INEDUC dont je viens de vous parler, alimente la recherche suivante, IDE dont je vais vous parler à la suite, ce qui nous permet finalement d'avoir une profondeur de champ qui est un peu plus importante. La génération Y, je vous en ai parlé. Au collège connecté, je vais passer vite fait, oh là là, parce qu'on ne va pas avoir le temps. C'est joli, hein? Alors, il y a des gens tout à l'heure qui disaient que ça passait trop vite, mais là, c'est bon. Là, alors, idée, c'est l'un des deux projets structurants. Voilà, l'un des deux projets structurants, le Living Lab, qui a comme objectif de voir si cette modalité Living Lab rencontre entre les acteurs et les chercheurs le tout sur des territoires situés où on mobilise d'autres acteurs, les acteurs de l'éducation nationale, mais aussi d'autres acteurs, peut fonctionner avec un fil rouge. Ce fil rouge, et on y tient beaucoup en Bretagne, c'est la question de la réduction des inégalités. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas ça pour rire, on ne fait pas ça pour mettre du numérique dans les écoles et les collèges et les lycées, on fait ça pour que le plus grand nombre possible de gamins réussissent. Ce qui est à la fois un projet pédagogique et un projet politique et un projet de recherche important. L'idée, c'est de partir des besoins exprimés par les acteurs et de travailler avec les acteurs à l'interprétation. Pour faire simple, on fait des observations, on met en place des focus group, on va observer les séances dans les coopératives numériques, et puis à un moment donné, on va faire ça la semaine prochaine avec les animateurs des COP, à un moment donné, on revient avec des éléments d'interprétation, avec des éléments de données, et on travaille avec les acteurs à la co-construction de nos interprétations. Alors, ce qui va peut-être vous intéresser le plus, et je conclurai probablement... Ah merde! Comment... j'ai raté le... Voilà, je reviens.
Alors, les premiers constats du côté de IFRAM. Clairement, il y a un seuil dans la dynamique des établissements qui est à peu près en cohérence avec les travaux de sociologie des organisations que l'on voit dans d'autres secteurs. En gros, si on arrive à mobiliser 30% de la communauté éducative, il se passe quelque chose. En dessous, on a des acteurs isolés, on a des actions isolées, le chef d'établissement change, tout redescend. Donc vous voyez, il y a vraiment une question de seuil. Deuxième information vraiment importante, on est parti sur des questions de différenciation de territoire. Oui, bien sûr, il y a des différenciations de territoire. On s'est rendu compte qu'il y avait des différenciations de dispositifs, les coopératives sont très différentes. En fait, on est en train de rethéoriser cette idée de configuration, c'est-à-dire qu'en gros, il y a non seulement des moyens, des acteurs, mais aussi un partage de valeurs, d'objectifs, etc., qui donnent des configurations, là encore au sens de la sociologie interactionniste, qui sont plus ou moins capacitantes. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est territoire riche ou territoire pauvre en termes numériques, ça n'explique pas tout. Gros équipements ou pas d'équipement, ça n'explique pas tout. Cadre principal ou proviseur de collège qui ouvre ou qui ferme, ça n'explique pas tout. C'est tout un tas d'ensembles qui vont faire qu'il y a une configuration qui fait que 30%, enfin, ou moins 30% arrivent à avancer. Beaucoup de pratiques de co-formation et de pratiques coopératives. Le terme de coopérative était important pour nous. La formation coopérative, la formation entre pairs, c'est pas un truc naturel dans l'éducation nationale. Et là, je salue le courage du Dan qui est ici présent, parce qu'il faut le défendre tous les jours, je crois. Et ensuite, effectivement, rien que la proximité avec les chercheurs. Alors, quand je vous dis la proximité avec les chercheurs, vous imaginez bien que j'y suis pas tous les jours, à Lannion, Vannes, Lorient, etc. On a des apprentis de Master 2, on a des doctorants, on a des ingénieurs de recherche. Tout ça fait une petite équipe d'une quinzaine de personnes quand même. Et c'est pas une équipe énorme, mais 15 personnes, ça a déjà un poids sur le dialogue avec les acteurs. Côté obscur, alors inégalité des territoires. Au départ, j'avais prévu de parler de la différence entre Brest, Rennes, Lorient et Lannion. Mais je pense que vous allez bien comprendre qu'effectivement, puisque j'ai échangé avec quelqu'un qui revient de Mayotte tout à l'heure, vous comprenez bien que les inégalités de territoire sont terrifiantes. Enfin, entre la paisible Bretagne et ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui, parler de numérique et de coopérative numérique pédagogique dans la situation de Mayotte, je pense que c'est même pas possible. Donc effectivement, nous avons, des différenciations de territoire qui ne sont pas de cette ampleur-là. Pour ceux qui travaillent en banlieue parisienne, quand même, quand j'échange avec Agnès, par exemple, Agnès Van Zanten, la situation bretonne est exceptionnelle, même en termes d'équipement, en termes de personnel déployé pour accompagner tout ça. Donc on a, sur le territoire national, sans aller jusqu'à Mayotte, des différences très très importantes. L'autre phénomène, c'est qu'on a constaté quand même que les collègues s'engagent, et je pense qu'en tant que psychologue, ça vous intéresse par rapport à la communauté éducative, les collègues s'engagent dans l'innovation comme slogan, comme injonction ministérielle, à leur risque et péril. Et lorsque des injonctions paradoxales, le changement d'un cadre, des directives ministérielles ne fonctionnent pas, c'est très courant, et on l'a vu plusieurs fois là, sur les 5 dernières années, ça provoque de l'isolement professionnel, ça provoque du burn-out, et je serais tenté de dire, c'est une catastrophe industrielle pour l'éducation nationale. Enfin, elle perd quasiment ses meilleurs éléments en les lessivant, et d'où l'idée de travailler à ces configurations capacitantes. La question centrale, clairement la question centrale, c'est ce que j'appelle l'alignement axiologique. Qu'est-ce que c'est que l'alignement axiologique ? C'est que l'ensemble des acteurs partagent le maximum de valeur possible dans le projet d'innovation pédagogique et numérique du lieu, de l'établissement, etc. J'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle Les imaginaires numériques en éducation, qui décrit que depuis 40 ans, nos ministères successifs sont incapables d'avoir une ligne constante et que tous les 4 ans, il y a un cycle de disqualification. Je vous laisse deviner dans lequel on est aujourd'hui. L'alignement axiologique national n'est pas possible.
Par contre, ce qui fait un peu espérer, c'est que l'alignement axiologique territorial est possible. Je vous donne un exemple, pour les Brestois de la salle, je pense qu'ils vont être contents, c'est Brest. Brest, a fait 15 ans que Brest travaille à un numérique démocratique, à un numérique participatif. Ils ont monté 100 points d'accès public à Internet. La coopérative de Brest s'installe sur des dispositifs coopératifs comme Prof à Brest, un réseau de Fab Lab, etc. Vous voyez bien que là, il y a un alignement axiologique qui fait que finalement, les acteurs vont s'engager là-dedans. Il y a Jean-Michel Lebeau, je ne sais pas si vous le connaissez, rédacteur au Café Pédagogique. Il y a des acteurs à Brest qui expliquent de manière peut-être un peu plus significative ce que nous entendons, nous, par configuration capacitante. Le sujet, c'est que sur le fond, nous avons un problème avec les idéologies qu'il y a sous les questions d'éducation. L'éducation est un bien commun et nos amis des GAFA viennent avec leurs approches libertariennes et transhumanistes. Ça donne quand même ça ou ça. Hein, l'atelier Google à Rennes dans mon jardin. Et je vais finir là-dessus. Merci.